Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Bon, Christian, tu as le don de m'intriguer avec tes titres de chronique, là. Le premier sujet qu'on aborde ce matin, c'est un extraterrestre à Laval. J'ai jamais entendu parler de ça. Écoute, je t'ai même amené un petit article de journal de l'époque. Écoute, on est en juillet 1982. En fait, on est dans la nuit du 22 juillet 1982. Donc, je te place un peu dans le contexte. On a 3 adolescents qui ont monté leur tente dans un champ qui est un peu laissé en friche, tout près de la maison où ils habitent. Donc, puis je pense qu'on a tous fait ça un peu adolescents. Faire du camping à côté de la maison. Faire du camping sur sa pelouse. Donc, ils ont installé leur tente. On est juste à l'orée d'un boisé. Et là, vers à peu près 1h du matin, la mère, parce il y a 2 frères, les frères Cousineau qui sont là. Ce sont des jeunes, des adolescents âgés entre 11 et 14 ans. Donc, les frères Cousineau sont là. Ils ont un ami avec eux, dénommé Lebeau. Donc, ils se sont installés dans la tente. Vers 1h du matin, Madame, la mère des frères Cousineau, Diane Labre, entre, elle a fini son quart de travail, elle entre à la maison, et au moment, elle prend sa douche, elle sort à l'extérieur, il y a une espèce de patio, il est peut-être 1h20 du matin à ce moment-là, une belle soirée, une belle nuit chaude du mois de juillet, et là, lorsqu'elle regarde dans le ciel, elle voit une lumière clignotante qui semble se rapprocher de la maison. Pendant ce temps-là, son fils, un de ses fils, le plus jeune, François, qui était dans la tente, évidemment, en entendant la voiture de sa mère arriver, il est sorti de la tente, aller rejoindre sa mère. Et là, lui et sa mère voient donc cette lumière qui s'approche. Et à un moment donné, l'objet, parce qu'il s'agit d'un objet volant, ils vont le décrire ultérieurement comme étant une espèce de sphère dont ils voyaient des fenêtres tout le tour. Et cet objet, cette sphère, avait une espèce de lumière éclairante, un peu comme le phare d'atterrissage d'un avion, qui était braqué vers le sol. Madame Labre et son fils vont dire éventuellement que lorsque l'objet passait au-dessus d'eux, ils pouvaient même sentir la chaleur de cette lumière dans laquelle ils se sont retrouvés dans le faisceau. C'était gros, là. C'était gros. Et puis l'objet, éventuellement, s'est éloigné. Évidemment, devant leur étonnement, puisque la tante et que les 2 autres compagnons se trouvent à quelques mètres, ils ont crié en disant « Sortez, venez voir ça ». Mais le temps que les 2 autres jeunes sortent, il n'y a plus rien. Alors, Madame Labre et son fils retournent se coucher à l'intérieur de la maison. Les 2 plus vieux décident de retourner dans la tente. Les autres sont allés à l'intérieur parce que lui, il voulait pas retourner dans la tente. Donc, François Cousineau, le plus jeune, âgé de 11 ans, lui, décide de pas retourner dans la tente. Il couche dans la maison, sa mère aussi. Mais les 2 plus vieux, un peu plus téméraires, décident de retourner dans la tente. Et évidemment, on parle de quoi? On parle de cet ovni qu'ils n'ont pas vu, bien sûr. Qu'est-ce que ça pouvait être, les extraterrestres? Je te rappelle qu'on est en juillet 1982 et 1 mois plus tôt est sorti sur les écrans le film E.T. Donc, on parle de tout ça. Et puis, soudain, vers à peu près 2h20 du matin, ils entendent un bruit dans le champ autour de la tente, comme si quelque chose marchait dans l'herbe haute ou dans les plants de maïs. Ils sortent, ils ont des lampes torches, et à la lueur des lampes torches, ils ne voient qu'une silhouette, rapidement, qui semble s'enfuir dans le champ. Mon Dieu! Ils retournent dans la maison, là, ils sont paniqués. Et là, évidemment, dans le brouhaha, la Madame Labre se lève, le plus jeune des fils qui dormait se lève aussi. On parle de cette histoire-là. Madame Labre essaie de les calmer en leur disant, voyons, vous avez probablement rêvé. Mais finalement, les 3 adolescents, chacun évidemment se défiant de retourner dans le boisé, les jeunes prennent chacun des lampes torches et ils ressortent à l'intérieur. À l'extérieur pour aller voir. Donc, ils arpentent le champ de maïs en question. Et soudain, ils le voient. La créature apparaît devant eux. Il s'agit d'une créature qu'ils vont décrire plus tard comme mesurant près de 2 mètres de haut. Elle a des bras et des jambes très minces, recouvertes d'une espèce de fourrure brunâtre. La tête est déformée, ressemble un peu à un melon, et les yeux sont très grands et lumineux. Les jeunes n'ont le temps que de le voir ou de la voir pendant une fraction de seconde avant évidemment de tourner les talons et de retourner à l'intérieur de la maison, là où ils sont littéralement dans un état de panique. L'histoire va faire la une des journaux, évidemment, locaux dans la presse. Et du journal La Presse, un article de la presse. Ça fait quand même pas 100 ans, là. Non, voilà, ça se passe en 1982. Donc, un extraterrestre apparaît à Sainte-Dorothée, parce qu'on est dans le secteur Sainte-Dorothée-Laval, maintenant, avec les fusions municipales. Alors, qu'est-ce que ces jeunes ont vu? Ont-ils réellement vu
une créature extraterrestre. Alors évidemment, il est difficile d'avoir des certitudes puisqu'on n'a pas de preuves matérielles. Mais bon, les jeunes maintiennent leur histoire. Je n'ai pas parlé à tous les jeunes, mais j'ai eu la chance de rencontrer François Cousineau il y a quelques années, qui était devenu un adulte, et il me racontait cette histoire-là avec beaucoup de souvenirs. Il me décrivait avec moult détails la créature, à quoi elle ressemblait. Pour lui, il est persuadé qu'il a vu quelque chose d'inexpliqué, sinon d'inexplicable. Mais en même temps, il faut quand même remettre ça dans le contexte. On est dans un champ, on est juste à l'orée d'un boisé. Un policier de Laval est retourné sur les lieux le lendemain. Non pas en tant que policier, il n'y a pas eu d'enquête de police, mais comme curieux, il est retourné sur place. Et lui, à qui j'ai parlé, me disait, lorsqu'il est arrivé près du champ en question, il a noté la trace d'un cervidé dans un fossé qui est juste aux côtés du champ. Et il dit, le petit boisé en question, il y avait parfois des chevreuils ou des orignaux qui allaient dans le boisé en question. Et regardons la description des jeunes. Une créature vue de face, recouverte d'une fourrure brune, avec de longues pattes et une tête un peu déformée et allongée. Avec deux gros yeux. Avec deux gros yeux. Ouais. Est-il possible, je pose la question, est-il possible que dans l'étonnement du moment, les jeunes, avec leur lampe torche, aient simplement éclairé un orignal, un cerf qui se trouvait là, et évidemment, l'imagination les a emballés et au point de croire qu'ils avaient vu une créature. Il faut expliquer quand même le phénomène qui s'était passé avant. Effectivement, ça n'explique pas l'observation faite 2 heures plus tôt par Madame Labre et son fils de cette sphère lumineuse observée dans le ciel. Mais est-ce qu'on est en présence ici de 2 événements séparés qu'on a associés pour les besoins d'une histoire, une espèce d'histoire fantastique à laquelle on aime bien croire? Oui, mais Christian, tu sais, quand tu disais tantôt, on n'a pas de preuves matérielles. Voilà. Mais c'est quoi une preuve matérielle? Parce que, admettons qu'on est devant un phénomène comme celui-là. Oui. Une preuve matérielle, ce serait de prendre un morceau de... Voilà, c'est-à-dire que dans les preuves matérielles, c'est pas tellement moi qui l'exige. Je pense que la définition du Larousse, elle est complète en elle-même. Qu'est-ce qu'une preuve? Une preuve, c'est un élément matériel qui prouve de manière irréfutable qu'un événement s'est produit. Donc, une photo n'est pas une preuve Non, absolument irréfutable. pas. C'est pas une preuve irréfutable. Donc, le fait de ne pas avoir de preuve matérielle ne veut pas dire que le phénomène n'existe pas. Il existe plein de phénomènes dans le domaine de l'astronomie pour lesquels on n'a pas de preuves matérielles, on a simplement des observations, mais c'est suffisant pour entretenir des hypothèses. Donc, est-ce que des phénomènes inexpliqués sillonnent le ciel? Possible, mais pour l'instant, il faut bien l'avouer, ça fait quand même 70 ans qu'on s'intéresse de manière assez soutenue à la question des ovnis, et jusqu'à maintenant, personne n'a jamais apporté une preuve matérielle d'une réalité exotique derrière les ovnis. Il faut bien le préciser, ça ne veut pas dire que les ovnis n'existent pas, mais on parle ici d'une réalité exotique. Cette preuve-là, elle est manquante. Bon. Christian, maintenant, tu nous transportes dans l'histoire, et c'est le cas de le dire. Un véritable bond de géant pour l'humanité. Nous sommes le 21 juillet 1969. Il est quelle heure? Il est 2h56 du matin. 1 milliard de personnes suivent à la télé l'arrivée d'un petit bibendum blanchâtre sur la Lune, et tout le monde va entendre cette phrase qui va changer le cours de l'histoire. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Donc, ce que l'on vient d'entendre, c'est la voix de Neil Armstrong. Ah oui. Nous sommes le 21 juillet, 2h56, heure internationale. Moi, je me rappelle, il était à peu près 22h ou 23h ici au Québec. Mon grand-père m'avait réveillé pour voir l'arrivée de Neil Armstrong sur la Lune. C'est sûr qu'on a un petit bonhomme de 6 ans voyait ça, puis c'était pas tellement évident. C'était le professeur Jacques Lebrun qui animait l'émission à l'époque. À Radio-Canada. À Radio-Canada. Donc, on regardait ça. Et effectivement, ça a changé le cours de l'histoire. Ça demeure encore aujourd'hui le plus grand exploit de toute l'histoire de l'humanité. Malheureusement, les missions Apollo se sont rapidement, on avait prévu se rendre jusqu'à Apollo 20. Le débarquement lunaire, c'est Apollo 11. Apollo 13, on sait qu'ils n'ont pas été sur la Lune à cause d'un avarie durant le voyage. Et les missions se sont arrêtées avec Apollo 17 en 1972, dernier à l'unissage. Ce qui est malheureux, et pourquoi j'en parle dans cette émission, parce que ce qui a été le plus grand exploit, qui demeure le plus grand exploit de l'humanité, au fil des décennies, et surtout par une génération de gens qui n'ont suivi finalement le vol Apollo qu'à travers des films et des photos, donc qui n'étaient pas là en 1969, ont peu à peu
tari cet exploit-là, avec toutes sortes d'histoires de complots et des fadaises incroyables. Donc, il y a eu une confusion épouvantable. Une confusion. Ouais. Là, les gens se disent, on a peut-être, tu sais que 6% des gens aux États-Unis croient qu'on n'a pas été sur la Lune, qu'il s'agit d'un complot orchestré par la NASA. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des tensions politiques, un bras de fer qui se jouait entre la Russie et les Américains pour qui seraient les premiers sur la Lune. Et là, il y a des théoriciens du complot qui disent tout ça a été filmé dans un cinéma. C'est une mise en scène pour bien faire paraître le gouvernement américain. Mais éventuellement, tous les éléments qu'ils apportent, évidemment, on est capable de trouver des explications. Il n'y a aucune preuve qui dit que l'homme n'a pas été sur la Lune qui résiste à une analyse critique. Et qui plus est, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plein d'autres pays qui sont dans la course à l'espace. Et aujourd'hui, la Lune a été complètement refotographiée avec des satellites qui ont refait des cartes complètes de la Lune et avec des équipements optiques si sophistiqués qu'on peut voir les sites d'atterrissage. On voit les lemmes sur la Lune, on voit les petites jeeps, on voit même les empreintes laissées par les astronautes à la surface de la Lune. C'est malheureux de voir les théoriciens du complot s'adonner à ce genre d'exercice. Alors là, dans ce cas-ci, on a véritablement les preuves. Là, on a des preuves irréfutables. Et on a aussi des preuves irréfutables matérielles, des échantillons lunaires amenés, etc. Ce qui est un peu étonnant, c'est de voir à quel point les théoriciens du complot font feu de tout bois sur ce qui m'apparaît être des absurdités. Cette semaine, par exemple, je dois avoir reçu parce que bon, évidemment, je me prononce souvent contre les théories des super complots, parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas de complot, mais les théoriciens du complot ne sont pas intéressés par les complots dans le monde interlope pour faire disparaître un rival. Non, c'est les super complots, le World Trade Center, on n'a pas été sur la Lune, les chemtrails et tout le reste. Et cette semaine, j'ai dû recevoir une vingtaine d'extraits vidéo de gens qui me disent on n'a pas été sur la Lune. Et l'extrait vidéo était tout le temps le même. C'est celui où on voit Buzz Aldrin, deuxième homme à marcher sur la Lune, qui répond à la question d'une petite fillette. C'est une entrevue qui a été tournée en 2015. Il y avait un congrès qui se tenait à Washington, un festival de livres, et des étudiants d'école primaire de partout aux États-Unis ont été sélectionnés pour poser des questions à Buzz Aldrin, deuxième homme à marcher sur la Lune. Donc, on a une petite fillette de 7 ans qui est là et qui dit à Buzz Aldrin, Monsieur Aldrin, pourquoi on n'a pas été sur la Lune au cours des dernières années? Pourquoi ça fait si longtemps qu'on n'a pas été sur la Lune? Buzz Aldrin de répondre, on n'a pas été sur la Lune parce que, viennent-ils de dire on n'a pas été sur la Lune? Et là, les théoriciens du complot prennent cet extrait-là, puis ils font en boucle, ils ralentissent même la voix. On n'a pas été sur la Lune. Parce que Buzz dit on n'a pas été sur la Lune. Donc, ils ont isolé ce petit bout-là. Alors qu'il dit on n'a pas été sur la Lune. La fabrication. Parce qu'il fait clairement référence, on n'a pas été sur la Lune depuis Apollo. Et quand on regarde l'entrevue au complet de 17 minutes, à 3 reprises, il parle de la conquête de la Lune avec Armstrong, etc. C'est un peu malheureux. Et là, je me dis, les théoriciens du complot, là, réfléchissez 2 secondes. Si c'était vrai qu'on n'avait pas été sur la Lune, c'était le plus grand complot du 20e siècle, Buzz Aldrin aurait décidé finalement de vendre dire la ça mèche. Comme ça, une petite fille de 7 ans. Voilà, il vend la mèche. Est-ce qu'il vend la mèche à un journaliste du New York Times? Non. Du Washington Post? Non. À un journaliste de CNN? Non. Une petite fille de 7 ans qui vient dans une école, qui étudie dans une école primaire perdue au fin fond du Wyoming. Réfléchissez 2 secondes. Quelle absurdité. Et effectivement, tous les éléments qu'on a apportés pour essayer de dénoncer cette théorie du complot qu'on n'avait pas été sur la Lune. Jamais tenu la route. N'ont jamais tenu la route. Il suffit simplement de regarder, d'avoir quelques connaissances en photographie et en physique pour bien comprendre pourquoi, par exemple, le drapeau semble flotter sur la Lune, pourquoi les astronautes sont si bien éclairés sur la Lune, pourquoi il n'y a pas d'étoiles dans le ciel lunaire. Christian, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. C'était le fun de t'entendre parler en slow motion aussi. Oui, je sais bien. On n'a pas été sur la Lune. Il est 11h32.